Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire virtuel Zoom sur. Comme vous le savez déjà, chaque semaine, nous accueillons un invité, une invitée qui analyse une séquence d'un film de son choix et répond à vos questions et à vos commentaires. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Pip Chodorov et je lui suis particulièrement reconnaissante d'avoir accepté cette invitation parce qu'il est actuellement à Séoul, en Corée du Sud, où il enseigne le cinéma. Il a accepté donc de se connecter à 1h du matin, si je ne me trompe pas, pour ces Zoom sur Lost de Jonas Mekas. Je te remercie, Pip, vraiment. Bonsoir, merci d'être ici avec nous. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Pip Chodorov et son travail, Pip, il est cinéaste, il est professeur de cinéma, il est fondateur de la société d'édition Revoir à Paris, parmi autres choses. Pip est né à New York. Il travaille dans le milieu du cinéma expérimental depuis les années 80, la fin des années 80-90, à Paris et à New York. Il a créé Revoir, en fait, en 1998 à Paris. C'est une société d'édition de VHS à l'époque et ensuite des DVD, les Blu-ray des films expérimentaux. 95. 15? Ah. Alors, il faut corriger Wikipédia, Pip. Et le catalogue aujourd'hui, il est très, très riche parce que Revoir a édité des films de cinéastes tels que Jonas Mekas, évidemment, Maya Deren, Maurice Lemaître, Michael Snow, Stan Brakhage, Philippe Carrel et beaucoup, beaucoup d'autres. Pip a aussi cofondé le laboratoire cinématographique L'Abominable et je ne veux pas oser de dire la date parce que c'est possible que je me trompe. 96. Très bien. Et en 2005, j'espère, il a créé The Film Gallery, une galerie dédiée aux cinéastes artistes qui se trouve juste à côté de Revoir dans le 10e arrondissement de Paris. Pip a aussi créé la communauté numérique Frameworks qui réunit les professionnels du milieu du film expérimental du monde entier et conçoit des programmations, de nombreuses programmations liées à ces activités ou pas. Il enseigne le cinéma, comme je vous ai dit, à Séoul et il a évidemment réalisé des films lui-même en tant que cinéaste comme Charlemagne 2, Pilzer, Free Radicals, une histoire du cinéma expérimental parmi d'autres. Alors, Pip, tu as choisi de nous parler aujourd'hui d'un film de Jonas Mekas, Lost, et tu nous expliqueras pourquoi tu as choisi ces films, l'importance de ces films dans la filmographie de Jonas Mekas. Et ce n'est pas un hasard que tu as choisi ça aussi parce que Jonas était ton ami et ton collaborateur depuis plusieurs années jusqu'à la fin de sa vie, à 2019. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Pip a édité les œuvres les plus importantes de Jonas Mekas et notamment Walden. C'est un œuvre majeure, donc il avait édité un coffret, disons. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de Jonas Mekas sans passer par Revoir, où vous pouvez tous et toutes trouver une grande partie de la filmographie de Jonas Mekas disponible, comme, et je vais vous montrer mes films préférés que j'ai choisis. Alors, Lost, Walden, un Blu-ray, Reminiscences of a Journey to Lithuania, par exemple. On a aussi Los Restos en DVD, qui c'est aussi un de mes préférés. Et des livres de Jonas Mekas qu'il a écrit lui-même, comme celui-là, que c'est un de mes préférés aussi. Mais ça, c'était en anglais, en français, une version bilingue. C'est ça, c'est édité par Paris Expérimental Le Revoir. Parmi plusieurs films, donc ça, je ne peux pas faire toute la promotion de toute la collection de Revoir, mais c'est à vous de voir. Et alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et vos commentaires tout au long de la séance sur notre chat, adressé à Pip et à moi, panélistes, ou à tous les participants. Et nous allons revenir à la fin de la séquence et de l'analyse, en fait, que Pip a préparée. Donc, Pip, je te laisse la parole pour ne pas te fatiguer trop, parce qu'il est très tard pour toi. Et le t-shirt? Et le t-shirt, oui, que j'ai mis le t-shirt de Jonas Mekas. Voilà, qu'il ne faut pas, oui, que vous pouvez trouver aussi, mais c'est un peu grand pour moi. Oui, j'ai choisi ce film. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce film. Je l'ai dit comme ça parce que je trouvais que c'était surtout l'extrait qu'on va voir qui m'intéresse. Mais il est vrai que ce film, ce sont les toutes premières images
que nous avons de Jonas Mekas. Quand il est arrivé à New York en 1949, il a commencé à filmer, pas tout de suite, 2 mois, 3 mois après son arrivée, mais je pense que c'est important de revenir à ce début de son travail. Et je trouve que c'est un film très important, mais aussi, comment dire, la séquence que j'ai choisie, ce n'est pas le début du film. Le début du film, c'est assez lourd, c'est assez triste. Mais au moment où on voit cette séquence, ça devient léger. Et donc, c'est le moment de passage des images plus documentaires aux images plus poétiques que je voulais montrer. Donc, je vais commencer par situer Jonas un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est un cinéaste expérimental très prolifique. C'était un pionnier du journal filmé, donc un style de tournage comme des home movies, en fait, comme des films de famille. Il est né en Lituanie, donc il est lituanien-américain parce qu'il habite à New York depuis 1949, mais il est né en 1922 en Lituanie. Et il a passé donc son enfance sur une ferme au nord de la Lituanie. Et il a fait beaucoup de poésie, beaucoup d'écriture de journal écrit dans son enfance. Et puis, il a été aussi rédacteur d'un journal littéraire là-bas, très jeune, à 20 ans. Mais en 22, donc on est en 1944, il a dû partir. Les circonstances sont assez complexes pour son départ, mais il a dû quitter la Lituanie entre tout ce qui s'est passé entre les Allemands et les Soviétiques qui ont envahi le pays. Et pour ceux qui s'y intéressent vraiment à cette période de sa vie, juste avant sa mort, 6 mois avant sa mort, il a enregistré un entretien de 6 heures avec le musée de l'Holocauste, très intéressant. Moi-même, j'étais scotché pendant 6 heures parce qu'il raconte des choses que je ne connaissais pas. C'est fascinant et je crois qu'on va partager un lien pour cet entretien. C'est en anglais, mais pour les gens qui veulent vraiment faire de la recherche, il parle beaucoup de son enfance et de cette période de sa vie. Donc, pour faire court, il passe la Deuxième Guerre en Allemagne dans les camps de travail, après dans les camps de personnes déplacées, et il arrive enfin à New York en 1949. Un coup de chance, lui et son frère cherchaient à aller au Canada, en Israël, en Égypte, mais il n'y avait pas beaucoup de place pour les Lituaniens. Il est enfin invité à Chicago pour devenir boulanger. Et les 2 frères, donc Jonas et Adolphus, qui est 3 ans plus jeune, arrivent à New York en fin octobre 1949. Et quand ils voient New York, ils disent on ne va pas aller à Chicago parce que New York, c'est le centre du monde. Et ils décident de rester à Brooklyn et de trouver des petits boulots et surtout de trouver des caméras 16 mm. Mais une chose importante à retenir, c'est que, comme j'avais dit, il était avant tout poète avant de venir. Et en Lituanie, il a été publié comme poète et dans les années en Allemagne, il avait écrit beaucoup de poèmes sur ses souvenirs de nostalgie de la Lituanie. Et son style, c'était un style de poésie fragmentée avec des images fugaces, des couleurs, des flashs, avec des mots inventés en lituanien, difficile à traduire. Et j'insiste dessus parce que c'est ce genre, ce style, ce regard en fait poétique qui revient dans ses films. Pas tout de suite. Dans le film que je montre, Lost, il n'est pas encore, mais 15 ans plus tard, ça commence à venir, ce style de tournage, filmage très poétique et qui reprend le style de ses poésies. Alors, le film qu'on va voir, Lost, c'est le 5e long-métrage de Jonas. Il a fait beaucoup de films avant de faire ce film. Par contre, ce film comporte toutes les premières images, toutes les bobinaux qu'il avait tournés entre 1950 et 1963, c'est-à-dire pendant les premiers 13 ans de tournage, avant de faire les longs métrages qu'il a sortis
Il a sorti en 61 Guns of the Trees, en 64 The Brig, et en 69 Walden, et en 71 Reminiscence d'une journée en Lituanie, Reminiscences of a Journey to Lithuania. Et ce n'est qu'en 1976 en 75, il a commencé, en 76, il a terminé le montage de Lost, 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 qui fait 3 heures. Et c'est présenté en 6 bobines. Il y a souvent chez Jonas ce décalage entre le moment de tourner et le moment de monter. Et c'est super intéressant parce qu'avec la distance, le temps, on trouve tout le travail de comprendre ces images qu'il avait tournées. Au début, en fait, c'était juste pratiquer la caméra, apprendre la caméra, comme on apprend un son de musique. Et donc, au début, avec la caméra, Jonas et Adolphus, ils tournent, ils essaient de comprendre la caméra et de capter un peu les images autour d'eux, les images de New York, des images surtout de la communauté lituanienne, des immigrés. Il y a beaucoup de documentation. C'est comme un film documentaire au début. Mais comme le Bolex, caméra Bolex, il n'y a pas de son, tout le son est construit en 76 et c'est un son, c'est un texte en fait, un commentaire. Et ce commentaire comporte beaucoup d'extraits de ses journaux écrits, son livre I Had Nowhere to Go, beaucoup de souvenirs de cette période entre 50 et 60, très lourd, très triste, très douloureux. Le mal du pays, il voulait surtout retrouver son pays, sa maison et sa mère et sa famille. Et puis la solitude de l'immigré. Donc, le film commence comme ça. Les premières 3 bobines sont très tristes, assez lourdes, et chaque bobine fait 30 minutes. Donc, les premières 3 bobines, c'est 1h30. Et après, la deuxième partie commence à être un peu plus gai. Le style commence à évoluer. Et en fait, le film devient un documentaire sur la communauté lituanienne. Ça devient plutôt un documentaire sur Jonas lui-même et sur son style de tournage qui change. Donc, de toutes premières images de Lost, 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 c'est le premier bobino de 30 mètres que Jonas et Adolphus avaient tourné quelques mois après leur arrivée. Alors, je ne sais pas exactement si c'est novembre, décembre, janvier, mais c'est fin 49, début 50. Ils trichent un petit peu sur les dates parce que j'ai retrouvé le reçu de leur première caméra Bolex en avril 50. Mais j'ai compris qu'ils avaient emprunté les Bolex un peu plus tôt. Donc, les premières bobines, c'est un peu de magie. Ils présentent les choses à la caméra. C'est vraiment de magie de faire des films. Et donc, Jonas commence à pratiquer, à tourner, à faire des bobines, et il met tout ça sur une étagère. Et entre-temps, il écrit avec Adolphus, ils écrivent ensemble des scénarios, des scripts, ils essaient de faire des vrais films. Ils rêvent de faire des vrais films. Et dans Lost, 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 au début, il y a des parties, des films inachevés, des tentatives de court-métrage. Il y a une histoire d'une jeune femme qui marche sous la pluie, qui témoigne d'un accident de voiture, un homme renversé, une fiction comme ça. Et le parti que je vais montrer, c'est aussi un film inachevé, un film plus poétique qu'il a commencé, qui s'appelle Rabbit Shit Haikus, et qui n'est pas abouti, mais qui fait partie de Lost, Lost, Lost. Mais surtout, le début du film, on voit beaucoup de scènes avec les Lituaniens à New York, à Brooklyn, des pique-niques, des groupements politiques. Et sur le voix-off, il nous présente tous ces gens, assez importants d'ailleurs, de la communauté lituanienne, pratiquement le gouvernement exilé de Lituanie. Et il y a beaucoup de commentaires qui sont hantés de nostalgie, mais aussi d'une idée le personnage d'Ulysse. Il commence en disant Ulysse, chante-nous tes voyages. Et Ulysse, c'est le personnage grec qu'on connaît qui voyage toujours, qui n'arrive jamais à rentrer chez lui.
toujours en train de quête de rentrer chez lui. Donc, c'est un peu la figure de style de ce film. Je voulais dire que Jonas avait 27 ans quand il est arrivé à New York. Et ce chiffre 27 est devenu important parce que vers la fin de sa vie, à chaque fois qu'on fêtait son anniversaire, il disait qu'il avait 27 ans et à chaque fois qu'on fêtait l'anniversaire de quiconque, il disait vous avez 27 ans. Et je pense que c'est important parce que c'est l'année où il est arrivé à New York. Et aussi, il a pu rentrer enfin pour visiter sa mère et sa famille et sa maison en Lituanie en 1971, en l'occurrence 27 ans après son départ. Donc, 1922, il est né. 1924, il est parti de Lituanie. Et 1971, il peut rentrer. Donc c'est 27 ans encore. Mais cette période, cette visite, c'était bien après le tournage de Lost, mais c'était 5 ans avant le montage. Donc, il faut se souvenir que le film est hanté de l'envie de retourner, mais 5 ans avant de monter le film, il a pu rentrer. il faut garder ça en tête. Donc, pour la séquence qu'on va voir, c'est une partie qui vient de la bobine 5/6. Donc, le film, il est tourné entre 1950 et 1963. Là, on est en 1962. Et c'est encore un film inachevé, comme j'ai dit. C'est une série de scènes. Et c'est tourné dans le Vermont, sous la neige, pendant le tournage du film d'Adolphus, Hallelujah the Hills. En fait, les deux frères avaient un accord entre eux. Ils voulaient faire des longs métrages ensemble. Donc, pour commencer, ils ont dit, Jonas a dit, je vais faire mon premier long métrage et mon frère va m'aider. Et après, Adolphus va faire son long métrage et moi, je vais l'aider. Donc, en 61, Jonas avait tourné son premier long métrage, Guns of the Trees. Et il y a d'ailleurs une courte séquence dans Lost où on voit ce tournage. Et en 63, Hallelujah the Hills est sorti. Donc, c'était tourné en 62 dans le Vermont. Et ils avaient passé de longues semaines à faire ce film. Et je vais juste montrer une image. Si j'arrive, voilà. Ça, c'est une image. On voit même les marques sur l'image où il fallait couper, enfin, cadrer l'image et l'agrandir. Jonas avait écrit sur cette image. C'est une image de lui-même avec sa Bolex, caméra Bolex, dirigée vers la neige où on trouve dans la neige les petites crottes de lapin. Et c'est une image de tournage du film Rabbit Shit Haikus. Et en même temps, c'est un souvenir du tournage de Hallelujah the Hills, le film de son frère. Donc, le film est fait de petites parties. Des petites parties. Il appelle ça des haïkus. Et c'est coupé avec des chiffres. C'est une technique qu'il avait trouvée pendant le tournage de Réminiscence. Pendant le montage de Réminiscence, il avait beaucoup de petites séquences qui n'avaient pas beaucoup de sens. Donc, il a trouvé que s'il mettait des chiffres pour diviser les plans, ça donnait une structure au film. Donc, c'est ce qu'il avait fait par la suite, 5 ans plus tard, quand il a monté Lost. Donc, je pense que maintenant, il est temps de regarder l'extrait du film. Il dure 8 minutes parce qu'on ne va pas tout voir, juste une partie. Donc, 8 minutes du Lost qui s'appelle Rabbit Shit Haikus. Et on se retrouve après. The trees, the trees, the trees.
the road, the road, the road. The sunset, the sunset, the sunset. Emshwiller, Emshwiller, Emshwiller. The childhood, the childhood, the childhood. The window, the window, the window. The frost, the river, the river, the river. The snow, the snow, the snow. The childhood, the childhood, the childhood. The field, the field, the field. The frost, the hills, the hills, the hills.
The clouds, the clouds, the clouds. The wind, the wind, the wind. The childhood, the childhood, the childhood. The snow, the snow, the snow. The river, the river, the river. The wind. The fall, the fall, the fall. Do you know the story of a man who couldn't live anymore without the knowledge what's at the end of the road and what he found there when he reached it? He found a small pile of rabbit shit at the end of the road. And back home he went. And when people used to ask him, "Hey, where does the road lead to?" he used to answer, "Nowhere. The road leads nowhere, and there is nothing at the end of the road but a pile of rabbit shit." So he told them, but nobody believed him. Voilà l'extrait. Donc ça continue, hein. C'est pas la fin des haïkus. Mais je pensais que c'était un bon moment pour arrêter. Je voulais juste rappeler que Jonas avait déjà fait un long métrage en 61 et là on est en 62. Et en 62, c'est l'année où il a fondé le Coopérative de New York avec 25 cinéastes new-yorkais, un centre de distribution de films. Parce qu'il avait compris avec ses amis et avec son frère que c'était pas facile de produire et de montrer des films aux États-Unis dans les années 50-60 si on n'était pas produit par un studio. Donc, ils avaient appris qu'on pourrait être indépendant dans le théâtre, mais en cinéma, c'était compliqué. Donc, ils ont décidé de se regrouper ensemble et de faire des choses en toute indépendance. Et c'est justement ce moment où ils se retrouvent avec une famille de cinéastes, où ils commencent à filmer comme ceci, avec ce style très personnel, et danser dans la neige avec le boyan, l'accordéon. Donc, c'était juste un rappel qu'il n'était pas, depuis 1950, resté un simple immigré pauvre et nostalgique. Il a fondé avec Adolphe en 1954 déjà une revue de cinéma qui s'appelle Film Culture. Et en 1958, il est devenu critique de cinéma pour le Village Voice. Donc, il est déjà très intégré dans la société artistique new-yorkaise. Mais ce passage dans le Vermont, c'est comme un retour à la campagne de son enfance, parce que New York n'est pas du tout comme la Lituanie. Par contre, le Vermont, ça ressemble un peu. La forme du haïku, ça rappelle aussi la poésie de son enfance, la forme d'écriture
dont rappelle la forme du film. Et dans beaucoup de ces films, il se retrouve en train de lire un livre. Dans Guns of the Trees, il lit Shelley. Et pendant The Rabbit Hitchhiker's, il lisait Blake. On le voit en train de lire. Et dans Walden, il lit Thoreau. Donc, ça, c'est une remarque que P. Adam Sidney avait fait. Donc, ce rapport au langage est intéressant aussi. La répétition 3 fois, Lost, 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 le titre du film, et le texte de cet extrait, les arbres, les arbres, les arbres, la route, la route, la route. C'est un peu comme quand on apprend la langue, n'est-ce pas? Quand on apprend une nouvelle langue, on doit répéter le vocabulaire. Et Jonas était en train d'apprendre l'anglais au début. Il ne parlait pas anglais au début. Donc, ça me rappelle aussi cette insistance sur les mots. Et le fait qu'il y a beaucoup de répétitions. En fait, je voulais parler de la langue, de l'histoire qu'il a racontée sur les langues, parce qu'il disait que quand il était né en Lituanie, il a commencé à apprendre la langue lituanienne de sa famille. Et quand il est arrivé à 5 ans à l'école, il a compris qu'il avait appris un dialecte, que ce n'était pas le vrai lituanien qu'il avait appris, mais c'était un dialecte du Nord. Et donc, il fallait réapprendre la langue. Et un peu plus tard, quand les Soviets ont envahi et ils ont dit qu'il faut oublier le lituanien, il faut apprendre la russe. Il a commencé à apprendre la russe et après les Allemands sont arrivés en disant le russe est mauvais, il faut apprendre l'allemand. Et après, juste après ça, il est parti avec son frère. Ils se sont retrouvés à Hambourg, à côté de Hambourg. Pendant 4 ans, ils ont vécu en Allemagne. Et au début, ils se sont dit, on va apprendre l'allemand finalement. Et ils ont commencé à apprendre l'allemand à Hambourg sans se rendre compte qu'ils parlaient à Hambourg le dialecte du Plattdeutsch. Donc, ce n'était pas du tout le vrai allemand non plus. Et il y avait des Italiens aussi dans les baraques du camp. Et ils se sont mis à apprendre un peu d'italien, mais c'était des Siciliens. Donc, à chaque fois, il apprenait une langue, il apprenait le dialecte ou la mauvaise langue. Donc, arrivé à New York, finalement, il a dit, j'en ai marre, je ne vais pas apprendre l'anglais, on va apprendre le cinéma, une langue universelle. Et donc, avec la caméra, il commence à courir avec la caméra et à faire ses films. Et quelques années passent et il commence à faire des films. Et à un moment donné, il rencontre des vrais cinéastes de Hollywood qui s'intéressent et disent on aimerait bien voir vos films. Et donc, ils projettent les films et les cinéastes de Hollywood disent mais on ne comprend rien, c'est quoi ce cinéma? Et il a compris qu'il avait appris la mauvaise langue de cinéma, l'avant-garde, encore une fois. Donc, il avait raconté cette histoire en 2002 au Festival de Pantin pour le rétrospective qu'on avait fait pour ses 80 ans. Donc, le rapport avec le langage est très intéressant. Je voulais reprendre une phrase. Il dit « The hills, the hills, the hills », les collines. Et souvenez-vous qu'il est en train de tourner avec Adolphus le film « Hallelujah, the hills ». Et on se pose la question parfois de quoi il s'agit, pourquoi the hills. Et je voulais juste montrer je vais partager mon écran. Ça, c'est le site web de Jerome Foundation à New York et on voit l'image de Jerome Hill. Jerome Hill, c'était un grand ami de Jonas et un bénéfacteur qui a soutenu Jonas et les autres cinéastes. C'était un artiste aussi, cinéaste, peintre. Et il a fondé la Fondation Camargo à Cassis. Et c'est la raison pour laquelle Jonas était allé à Cassis et qui a fait un film qui s'appelle Cassis. Et Jerome Hill a rendu possible la fondation de l'anthologie Film Archive à New York, donc la fondation de Jonas.
c'est grâce à Jerome Hill qu'ils avaient pu acheter l'immeuble. Et c'était grâce à Jerome Hill qu'ils avaient pu acquérir les films de l'Essential Cinema Collection. Et comme vous voyez les dates, Jerome Hill est mort dans la 2e année de l'anthologie. Donc, en 62, on se demande si Hallelujah the Hills, si ce n'était pas un appel, Hallelujah, on a trouvé Jerome Hill qui nous aide à financer nos films, quelque part. Et le star du film, Hallelujah the Hills, l'acteur principal s'appelle Peter Beard. Et comment est-ce que je peux pas vous montrer? Attends, je vais. Il faut que je change d'écran. Je repartage, pardon. Là, c'est Peter Beard. Peter Beard, c'est l'acteur principal de Hallelujah the Hills. Et comment ils ont trouvé Peter Beard? C'est parce qu'ils ont parlé avec Jerome Hill au moment de préparer le tournage. Et Adolphus a dit, on cherche un acteur. Il doit pouvoir grimper dans les arbres, courir dans les collines, dans la neige et tout, et nager, et faire plein de trucs. Et Jerome Hill dit, je connais la personne. Et il prend le magazine, Time Magazine, sur la couverture, il y a une image de Peter Beard, et il dit, voilà, c'est mon neveu. En fait, Peter Beard, c'est le neveu de Jerome Hill, et Peter Beard joue dans le film. Et après, Peter Beard est devenu photographe, aventurier. Et en fait, j'étais en train de relire, il est mort l'année dernière, et c'était exactement il y a 1 an, c'était le 19 avril qu'il est mort. Donc tout ça pour dire que The Hills, The Hills, The Hills, Hallelujah the Hills, Jerome Hill et Peter Beard, tout ça, c'est lié ensemble. Je trouve ça assez intéressant. Et voilà, sinon je voulais parler du rapport avec la neige et la Lituanie parce que Jonas a souvent dit que la Lituanie, dans ses souvenirs, c'est toujours couvert de neige. Et quand il filme même New York, la ville de New York, il filme sous la neige. Et il dit qu'il ne voit pas New York, il voit les champs de son enfance. Donc ici, dans l'extrait, on voit énormément de neige. Il y a un texte écrit par Frédéric Deveau. C'est une analyse du film Hallelujah the Hills, dans lequel les 2 personnages joués par Peter Beard et Marty Greenberg, pour Frédéric Deveau, ce sont 2 figures qui reprennent les 2 figures des 2 frères, Jonas et Adolphus, parce que dans le film Hallelujah the Hills, les 2 personnages tombent amoureux de la même femme, mais quand on voit la femme, tantôt c'est une actrice, quand c'est le souvenir, quand c'est l'image d'un personnage, et c'est une autre actrice quand c'est l'autre acteur qui voit la femme. Donc, la même femme est jouée par 2 actrices. Et Frédéric Deveau fait une remarque intéressante, c'est que les 2 actrices qui jouent la même femme, c'est l'amour des 2 frères. En fait, c'est cinéma. C'est le cinéma qui est l'amour des 2 frères et que chaque frère, Jonas et Adolphus, voient différemment parce que pour Jonas, c'est un cinéma très poétique, très libre, et pour Adolphus, c'est un cinéma narratif et drôle, comique. Et je trouve ça assez juste, en fait. Donc, aussi, je voulais dire, vous ne connaissez peut-être pas, mais quand il dit le 3e triade, c'est après le coucher de soleil, il dit Emshwiller, Emshwiller, Emshwiller. Ed Emshwiller, c'était le chef-op du film Hallelujah the Hills. On le voit dans les images qu'on vient de voir. C'était aussi un dessinateur de couverture, de science-fiction. Je peux aussi montrer un bref instant cela. Ça, c'est un dessin de Ed Emshwiller de 1957. Et Emshwiller, c'est aussi une cinéaste expérimentale. Donc, Emshwiller représente la famille de cinéma expérimental pour les frères Mikas et en cette période de tournage de Hallelujah the Hills.
Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. J'ai d'autres choses que je pourrais dire, mais peut-être que vous avez des questions et on pourrait faire un dialogue avec Anastasia ou avec vous, le public. Je suis là. Tu me Oui. vois? Oui, il y a quelques questions déjà posées par les gens. Moi, avant de passer à ces questions, je voulais juste que tu reviennes à ces commentaires que tu as fait tout à l'heure. Tu as parlé de Jonas en disant qu'il n'est pas resté un immigré nostalgique. Donc, du coup, c'est vraiment ce concept de nostalgie qui m'intéresse parce que dans ces films, on ne ressent pas une nostalgie, on ressent beaucoup sont très sentimentales, sont parfois, comme tu dis, très tristes, mais pas nostalgiques. On a l'impression qu'ils font partie, ces images font partie d'une personne que Jonas Mekas est devenu à New York. Donc, les images existent aujourd'hui, enfin, au moment du film, avec lui. Ce n'est pas une envie de retourner au passé. Et, en tout cas, c'est mon impression. Les images sont toujours filmées au présent. C'est vrai que c'est le son qui est nostalgique. C'est la voix, c'est le texte. Et peut-être les haïkus qu'on vient de voir, c'est pas le meilleur exemple, mais les premières 1h30 de Lost, Lost, Lost sont pleines de souvenirs et de remarques comment à New York, personne ne sait la sensation d'être un immigré seul à New York. Si on lit le livre que tu as montré tout à l'heure, I Had Nowhere to Go, on le sent encore mieux. C'est vraiment la solitude, la pauvreté. Il a ses boulots payés $1 par jour et il voulait faire des films, quoi. Donc c'était assez incongru comme style de vie. Et même dans Walden, hein, qui raconte les années 64-68, c'est la suite de Lost, 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 même si c'était monté après. Il raconte Don Walden que parfois il pouvait manger qu'un bagel et une tasse de café. Et parfois il marchait 110 blocs dans Manhattan parce qu'il ne pouvait pas payer le subway. Donc il faut juste imaginer, mais c'est vraiment pas facile. Je pense qu'il y a beaucoup de misère dans ce style de vie, mais en même temps, c'est quelqu'un de très gai, de très ouvert et de très poétique. Donc, il disait que quand il tourne, on peut pas tourner au passé. On peut uniquement filmer ce qui est devant la caméra au moment. Donc, l'image ne peut pas être nostalgique. En même temps, l'image rappelle la neige, jouer dans la neige comme des enfants, ou parfois c'est jeter des feuilles dans l'air. C'est vrai, c'est comme des gamins. Et donc, il y a Alexis Leroy qui dit l'œuvre de Jonas Mekas ne constitue-t-elle pas une autobiographie poétique, voire une reconstruction de son existence? Oui. Oui. La neige est un souvenir de la Lituanie. Peut-on également la considérer comme une page blanche sur laquelle le cinéaste écrit? Ah oui, c'est une bonne idée. Et aussi, c'est le grain de la pellicule parce que c'est des flocons, c'est des particules qui font ensemble un tout. Donc, c'est le fragment. Il parlait souvent de fragments de paradis. Il faut voir ça aussi. Et il y a quelqu'un qui dit et ça revient aussi à quelque chose dont on a parlé entre vous, Pip, est-ce qu'il avait toujours un grand écart entre tournage et montage dans les films de Mekas? Et que pensez-vous était l'importance de cette manière de travailler? Je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est très difficile de travailler avec les pellicules tout de suite. Moi-même, je travaille beaucoup, je tourne beaucoup et je fais rien avec mes bobines. Mais après, je regarde et je fais quelque chose. Par exemple, le film Charlemagne de Pilzer a été tourné en 98 et monté en 2002. Les Jonas, on avait parlé de ça parce que en fait, on ne comprenait pas pourquoi, mais Jonas et moi, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de similarités parce qu'on est, alors je ne dirais pas exilé, mais on est étranger.
lui à New York et moi à Paris, maintenant à Séoul. On n'est pas seulement cinéaste, mais aussi distributeur. Et pas seulement distributeur, mais aussi programmateur. Et pas uniquement programmateur, mais fondateur de structures de distribution et de groupes, comme Frameworks ou Abominable. Ou, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais on se sent la nécessité de partager, d'être passeur quelque part. Et c'est pareil, cette idée d'écart entre le moment de tourner et le moment de monter. Donc, je pense comprendre très bien que ça donne une objectivité, ça donne de la distance. On peut travailler avec nos propres images, presque comme si c'est de la found footage. Et je trouve que ça ouvre l'espace dans le temps, ouvre un espace de créativité. Et qui change beaucoup, et qui est très différent aujourd'hui avec la manière dont on filme, et même quand on fait le journal intime, qui est beaucoup plus répandu, disons, aujourd'hui, on a la tendance d'utiliser les images tout de suite. Donc, moi, je me demandais qu'est-ce qu'il ferait Jonas Mekas avec cette pandémie et toutes ces images qui ont construit quelque chose avec tout de suite. C'est très différent. En fait, il a fait en 2007 un film par jour. Ah. Et il m'a dit que ce n'était pas évident. Et en fait, ces films sont tous visibles sur son site web. Je crois qu'on a le site web jonasmekas.com qu'on peut partager avec vous. Dans ce site, il y a une rubrique qui s'appelle le projet de 365. Et il avait fait ça, il avait fait cette expérience-là, du 1er janvier au 31 décembre, de faire un film tous les jours. Et je me souviens en 2011, il avait fait 4 longs métrages. Et j'ai dit, mais comment tu peux faire 4 longs métrages dans un an? C'est incroyable. Il a dit, si tu as fait un film par jour pour un an, faire un long métrage, c'est facile. Donc, mais je voulais juste dire que quand il a fait le montage de Walden en 69, il a raconté qu'il avait un feu dans son studio, il a failli perdre ses bobines dans un incendie. C'est pas arrivé, mais il s'est dit, il faut préserver les films, il faut monter quelque chose et faire quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'il avait commencé à monter, sinon il n'aurait pas monté ces images-là. Et Los Lossos, il est allé encore plus en amont pour les premières bobines. Je pense qu'il fallait attendre 1976 pour attaquer ce travail parce qu'il ne savait pas comment montrer toutes ces images. Alors, pouvez-vous parler de la pulsion filmique? La pulsion filmique, c'est-à-dire le besoin de filmer, parce que Jonas a toujours, on lui a dit pourquoi tu filmes, et à chaque fois il dit mais je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je filme, mais je sais qu'il y a des moments où je sens que je dois capter quelque chose, je dois prendre la caméra et je dois filmer pour ne pas laisser le temps écouler, pour garder. Et une fois, il m'a dit aussi qu'il filme les gens pour les souvenirs, parce que sinon, il oublie les gens, donc il filme tout le monde. Mais oui, il vit avec la caméra, il vit avec ce besoin de documenter, de capter, au moins de garder une trace. Et quelles sont les influences de ces films? Quelqu'un demande l'extrait montré évoque beaucoup des premiers temps du cinéma, le cinéma muet. Alors, cet extrait-là, je dirais qu'il y a principalement 2 influences filmiques cinéastes. L'une, c'est Mary Menken, une femme qui a filmé dans les années 50 et 60 et qui a donné à Jonas la confiance à montrer ses films très personnels parce que Mary Menken a fait des notebooks. C'était une suite d'images comme ça, des petites tentatives de faire de l'animation ou de filmer les arbres avec la lune. Et c'est très libre, très poétique. Et Jonas et Stan Brakhage et d'autres ont trouvé les films de Mary Menken formidables, essentiels, incroyables. Et ils ont commencé à suivre dans ce voie grâce à sa confiance à elle. Donc, je pense que ça, c'était très important et ça a donné l'impulsion à Jonas de se faire confiance et de prendre le risque. Et l'autre, c'est Gregory Markopoulos, parce qu'il y avait un entretien entre Scott McDonald et Jonas Mekas. Et Scott McDonald avait posé la question
sur cette bobine justement de Lost, la bobine 5, McDonald dit, cette bobine est euphorique grâce à un travail sur la lumière et sur la texture, et vous prenez des risques en vous rendant très vulnérable. Vous vous permettez d'avoir l'air idiot. Et Jonas répond en disant que c'est grâce à Gregory Markopoulos qu'il a réalisé qu'il fallait prendre des risques. Il dit que les choses trop personnelles semblaient embarrassantes juste après que le film soit terminé, mais plus tard, ça devient les parties intégrantes du film et ce sont plus embarrassantes. Et il parle de Markopoulos qui avait fait ça et il parle aussi de Dostoïevski. Il y a une phrase de Dostoïevski quand les gens se plaignaient auprès de Dostoïevski que son style était devenu trop subjectif, trop personnel, et qu'il aurait voulu être capable d'écrire de façon plus objective, Dostoïevski a répondu: le principal problème de l'écrivain n'est pas comment échapper à la subjectivité, mais plutôt comment être subjectif, comment écrire vraiment à partir de lui-même, d'être lui-même dans le langage, la forme et le fond. Je vous mets au défi d'être subjectif. Donc Jonas, il a cité cette phrase en disant que c'est très difficile d'être ouvertement subjectif. On doit rester à l'intérieur d'une limite formelle, on ne doit pas se vautrer dans la subjectivité. Et peut-être que je m'en approche parfois. Est-ce qu'il avait rencontré Orson Welles, Jonas Mekas? Quelqu'un a posé cette question. Je pense qu'il a écrit dans Village Voice, il a dû écrire sur une rencontre une fois au moins, mais ce n'est pas une rencontre très marquante parce que je n'ai pas de souvenir précis. Vous avez parlé de la diffusion des films de Mekas. Est-ce que ces films sont restés dans la famille au début ou est-ce qu'il a tout de suite trouvé un écho? Et si oui, où? Dans la famille, entre guillemets. J'imagine c'est à quel moment est-ce que la diffusion... Non, en fait, c'est compliqué à dire parce que Jonas était critique de cinéma et du coup, il était un peu entre deux chaises. Il avait un peu les gens qui voulaient voir ses films parce qu'il était connu pour être écrivain, en fait. Tout le monde connaissait ses avis sur les films des autres. Donc, quand il a commencé à faire des films, j'imagine que c'est un peu comme la même chose que pour les cahiers du cinéma, les écrivains qui sont devenus des cinéastes. Il y avait une sorte de niveau à se prouver. Donc, quand il a fait Guns of the Trees, au début, il a gagné un prix, en fait, avec ce film en Italie. Après, il a fait The Brig, il a gagné un autre prix. Donc, ces films étaient bien vus d'une manière publique dès le départ. Mais peut-être parce qu'il était critique au départ. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer plus en détail la référence au haïku? Bien sûr, haïku, en fait, il a utilisé des haïkus dans d'autres films. Par exemple, dans Sleepless Night Stories, il y a des cartons avec des haïkus. Il était entouré de petites brins de poésie dans son bureau. Il avait une phrase de Basho qui disait « Un poète doit se discipliner tous les jours ». Il avait un autre de Issou qui était j'ai dormi la moitié de la journée, mais personne ne m'a puni. Il était entouré de haïkus et souvent, quand on était ensemble dans les bars tard la nuit et on ne savait plus quoi se dire, il a dit « Ok, on va écrire des haïkus ». Et il fallait se souvenir de quelque chose qu'on a observé dans la journée. Et ce forme de haïku, très court, ça me rappelle les triades quand il dit les collines, les collines, les collines. C'est une forme de trois. Et je veux passer à une dernière question. Il y a encore deux. Bon, je pense que peut-être on peut lier les deux. Quel était le rapport de Mekas avec la vidéo d'abord et avec l'Internet ensuite, lui qui était si attaché à la pellicule? Il était attaché à la pellicule pendant si longtemps qu'il se trouvait qu'il commençait à répéter ses films, que les films devenaient le même film en fait. Il faisait le même film
Ça lui a pris 15 ans. En fait, c'est ce qu'on voit dans Lost, Lost, Lost. Ça lui a pris 15 ans pour être familier avec le Bolex, apprendre vraiment la caméra, à le manier bien. Et au bout de ces 15 ans, il a commencé à faire ses journaux filmés avec toutes les fonctions de la caméra, justement, la spécificité de la caméra Bolex. Image par image, ralenti, accéléré, surimpression, fondu, enfin, on peut tout faire avec cette caméra parce que les fonctions sont manuelles. Bah, il se trouve que vers la fin des années 90, il était un peu déçu ou frustré qu'il ne faisait pas, il pas se renouveler. Et on lui a déjà prêté des caméras vidéo. Il a fait des premières vidéos avec une caméra Sony. Et il pensait qu'avec toute cette expérience en faisant des films, ce sera facile à prendre la caméra vidéo. Mais en fait, il m'a dit non, ça a pris 15 ans, encore une fois, pour bien apprendre la caméra vidéo. C'est tellement différent. C'est plus comme un registre son, en fait, parce que la caméra film, il filme en à coup. Le temps n'est pas réaliste, mais avec la vidéo, on peut filmer à longue haleine. Et du coup, il a dit que son première vraie vidéo aboutie, c'est Letter from Greenpoint en 2004, et c'était après 15 ans de pratique avec la caméra vidéo. Donc, je pense qu'après ça, il a vraiment décidé d'aller vers la vidéo et de former de nouvelles formes en vidéo et en numérique. En fait, au départ, c'était H8 et après, c'était DV Cam. Il n'a jamais travaillé avec les caméras à puce, c'était toujours avec la bande. Je pense que la longueur, la durée de la bande, c'est important aussi. Ouais. Mais quoique, oui, je voulais donc terminer cette question en disant que oui, il a adopté la vidéo à 100%. Et en 2007, il a fait les films pour Internet. Il a fondé son site et il a fait le film, les 365 films dans l'année. Et après, il a continué à alimenter son site, ce qu'on voit toujours sur son site. Avant de s'atteler au montage, archivait-il précisément tous ses enregistrements? Pardon, je n'ai pas compris. On peut regarder aussi dans les questions, mais si je ne comprends pas, est-ce qu'il archivait précisément tous ses enregistrements avant de s'atteler au montage? Ah, bien sûr, parce qu'il ne montait pas tout de suite. Donc, en fait, il est archiviste. Je ne sais pas si tout le monde sait que... Il y a un peu un bruit, je pense que c'est ton souris qui couvre un peu ta voix. Je ne sais pas si tu es très près du micro. Comme ça, je suis plus près. Peut-être quand tu bouges le souris. Ah, il n'y a pas de souris, mais il y a donc... il est archiviste, Jonas. Il a fondé l'Anthology Film Archive et il a fondé donc un archive et il est archiviste chez lui parce qu'il a gardé tous ses films, tous ses objets, tous ses écrits, toutes ses correspondances. Chez lui, c'est incroyable, c'est comme une bibliothèque. Et une fois, j'ai demandé, mais quand on lui demande, est-ce que vous avez des images par hasard de cette personne que vous avez rencontrée en 1967? Il dit oui, il trouve les images. Et j'ai demandé, mais comment ça se fait? Vous trouvez tout de suite les images? Et il a dit, bah, c'est simple, je note tout. J'ai un petit cahier, je regarde, je trouve et je tire la bobine ou la bande. Et donc, c'est très simple, mais c'est très impressionnant. C'est mieux qu'une feuille Excel. Et une dernière question, Pip, comme ça on va te libérer pour que tu puisses dormir, il est très tard. Est-ce que la poésie écrite de Jonas a continué d'évoluer à tandem avec son poésie cinématographique? Est-ce qu'on voit des liens entre les deux ou est-ce qu'il a complètement basculé vers le cinéma? Non, il a fait les deux. Il a continué à écrire des poèmes, et pas uniquement des poèmes, mais des lettres publiques, des lettres privées, des livres. Il y a beaucoup de livres. En fait, vers la fin de sa vie, il sortait presque un livre par an. Et il n'a pas vraiment fait beaucoup de livres de poésie après de faire beaucoup de films. C'est une question de temps aussi, parce qu'il gérait plein de choses. Aussi la programmation régulière et toute la gestion de l'anthologie et de la coopérative. Mais on trouve toujours des poèmes qu'il a fait et même des pièces de théâtre. On est en train de
de traduire une pièce de théâtre qu'il avait fait et qu'on va essayer de mettre en scène. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre encore, qu'il avait mis dans ses archives et qu'on trouve encore. Et il y a beaucoup de poèmes. Mais est-ce que son style a changé de poésie? Je pense que oui, ça a continué à évoluer, qu'il avait fait au début des poèmes assez longs, après c'est plutôt des haïkus ou des poèmes avec des lignes très courtes. Il y a beaucoup d'exemples de sa poésie. Oui. Ok, bon, je pense qu'on peut s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres choses que tu voudrais partager avec nous. Je voulais juste dire que on avait fait une rétrospective de Jonas Mekas au Jeu de Paume en 1992 parce que c'était ses 70 ans. Et en 2002, on a fait une rétrospective encore plus complète en 2002 à Pantin pour ses 80 ans au Festival Côté Court. Et en 2012, donc quand il avait 90 ans, nous avons fait une énorme rétrospective intégrale à Pompidou et au BFI à Londres. Et on a fait des expos et des concerts et des événements. Et donc, on prépare pour 2022 son centenaire. Et il va y avoir des rétrospectives et des événements et des expos un peu partout dans le monde. À Paris, Berlin, Londres, New York, Tokyo, you name it. Donc, si vous voulez revoir tous les films de Jonas en salle, il suffit d'attendre une petite année. Les salles vont rouvrir, vous allez voir. Et on va pouvoir regarder tous ces films à nouveau. Heureusement, il a vécu une vie très longue. Jonas est très riche. Donc, il a beaucoup de choses, comme tu dis, à découvrir, et à voir et à revoir et à revoir. C'est toujours très passionnant et très, c'est très, je sais pas, c'est très sentimental, très émotionnel de suivre tout ce qu'il a fait. Et on te remercie vraiment, Pip, d'avoir partagé toutes ces informations avec nous, de nous avoir montré ces très beaux extraits. Et je dis à tout le monde à la semaine prochaine avec un autre Zoom. Je remercie notre équipe technique, David et Olivier et Pauline Baudet pour la mise en place de cette séance. Je remercie toute l'équipe de programmation des forums des images et bonne nuit à toi, Pip. Merci et bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et grand plaisir. C'était un beau événement. Merci. Au revoir. Au revoir.